Ok, super. Eh ben, on est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. C'est le mob programming ou l'ensemble programming. Vous trouverez les deux noms dans la littérature ou dans les différentes ressources que vous pourrez parcourir. Un petit mot pour les sponsors et je suis vraiment content de pouvoir parler de ce sujet-là à Gilles Grenoble. Quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Un petit mot sur moi. Moi, je suis Bastien. Je fais du développement depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je travaille en ce moment chez Orange. Et ce qui me plaît beaucoup dans le développement, c'est d'aller explorer un petit peu différentes choses inconnues, techniques, mais aussi dans la collaboration entre les différents équipiers. Et vous, eh ben, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui font du développement, peut-être qu'il y a des gens qui font pas du tout de développement. Et mon objectif, c'est que vous repartiez dans tous les cas avec peut-être une vision un peu différente de comment on peut faire du logiciel, et puis une approche et des pratiques pour essayer, et essayer des choses qui même dépassent le cadre du développement. Avant de se lancer dans le sujet, je voudrais partager avec vous une difficulté, ou plutôt plusieurs difficultés que j'entrevois quand on veut construire un produit logiciel aujourd'hui. On a d'énormes challenges. Le premier challenge qu'on a, c'est de partager la connaissance métier au sein d'une équipe, d'être sûr que tout le monde va partager la même problématique, bien comprendre quels sont les enjeux business et pouvoir ensuite répondre à ces enjeux-là. On a une problématique qui vient souvent, et ça va dépendre aussi des contextes, mais qui est de pouvoir accueillir de nouvelles personnes au sein d'une équipe de développement. C'est pas toujours évident d'avoir un onboarding des nouvelles personnes qui soit facile, d'avoir tout de suite des gens qui peuvent apporter des choses à l'équipe. C'est aussi parfois difficile d'être résilient au départ d'une personne dans l'équipe. Parfois, quand une personne s'en va, on perd une compétence critique ou des connaissances critiques par rapport au logiciel, et ça peut être vraiment gênant et handicapant pour l'équipe. Parfois, on se retrouve même avec des équipes qui dépendent tellement d'une personne qu'elles ne peuvent pas se permettre de la laisser partir, sans quoi le logiciel va tout simplement mourir. On est également confronté à des défis techniques et on est dans un monde où ça bouge énormément, très très rapidement. Et donc l'équipe doit être capable au fil du temps de s'améliorer techniquement, d'apprendre de nouvelles choses et de réduire les écarts techniques aussi au sein d'une équipe. Dans une équipe, il va forcément y avoir des différences de niveau technique. Plus les différences de niveau sont importantes, plus c'est difficile d'avoir une collaboration fluide, de comprendre de quoi on parle et d'avoir du code qui va être maintenable un peu par tout le monde. Et tous ces challenges-là, on doit les assurer tout en étant capable de délivrer un rythme régulier. Puisque quand on ne délivre pas de software, de toute façon, il n'y a pas de sous à la fin du mois et on ne va pas pouvoir continuer très longtemps sur ce rythme-là. Alors, comment on fait pour faire tout ça? Il y a différentes techniques, il y a différentes pratiques. Aujourd'hui, au sein de l'industrie du développement, je dirais qu'on y arrive à peu près. Je dis à peu près parce que finalement, demandez à n'importe qui dans votre entourage qui n'est pas forcément très, très versé dans les milieux. Tout le monde sait ce que ça veut dire que ça bug, ça lag, ça plante. C'est finalement, voilà, on arrive à faire marcher des choses, mais on est encore très, très loin d'avoir un niveau de qualité global qui fait que on sait faire vraiment bien du logiciel. Alors du coup, je me pose la question, mais le logiciel, c'est quoi? Alors, si on regarde un petit peu dans le vocabulaire qu'on utilise, on trouve ces différents mots. On va parler d'infrastructure, d'architecture, de build, de briques logicielles, de chaîne d'intégration, d'industrie. Euh, et finalement, je voudrais vous inviter aujourd'hui à considérer que le logiciel, c'est peut-être pas que ça, et que ça peut être vu aussi un petit peu différemment. Peut-être que le logiciel, c'est aussi quelque chose de vivant. Et si on essaye d'oublier un petit peu la métaphore des bâtiments et la métaphore des chaînes de production, et qu'on essaie plutôt d'adopter la métaphore du vivant, qu'est-ce que ça donne pour nous? Eh bien, ça va donner des choses comme euh, le code, finalement, va devoir évoluer. C'est quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose de mécanique. Euh, Ça va être des nouvelles phrases. On va plus dire euh, une roadmap, on va plutôt se demander euh,
comment est-ce que le système va pouvoir évoluer, comment est-ce qu'il va pouvoir grandir, comment est-ce qu'il va pouvoir mûrir. Et je pense que je pourrais parler des heures de cette métaphore-là. Il y a plein d'autres choses qui découlent de ça, sur les pratiques de code, sur le factoring, sur comment construire le logiciel. Mais retenez juste cette idée-là parce qu'elle va nous aider par la suite à comprendre ce que ça veut dire que de dire qu'aujourd'hui, quand on travaille dans un logiciel, on est dans un système vivant. Un système vivant, ça veut dire en fait peut-être pas que le logiciel, mais aussi l'équipe et les gens qui font ce logiciel-là. Et si on considère ce système-là, eh bien, on peut se rendre compte que c'est un système apprenant. C'est un système qui va s'apprendre les uns des autres. Quand on met deux personnes en relation dans une équipe et qui vont travailler ensemble, ils vont forcément s'apprendre l'un l'autre. Également, notre code va apprendre de nous. Finalement, le code, c'est jamais que la transcription du savoir qu'on a acquis sur une problématique sous une forme écrite, qui va ensuite être exécutée par des ordinateurs, mais l'idée, c'est vraiment que derrière, on va vraiment travailler sur cette connaissance-là. Et il y a un concept qui existe depuis pas très très longtemps, qui est porté par quelqu'un qui s'appelle Nora Betson. Elle introduit un nouveau mot dans notre vocabulaire, qui est le concept de symathésie. Et la symathésie, c'est un mot qui existe pour décrire une entité, un système complexe, qui va apprendre de par les interactions à l'intérieur de ce système. Et j'aime beaucoup l'idée que, finalement, aujourd'hui, si on considère une équipe et son produit, eh bien, ça constitue une symathésie. Quand je vais binômer avec quelqu'un dans mon équipe, je vais apprendre des nouvelles techniques ou je vais transmettre des nouvelles façons de faire. Quand je vais relire le code de quelqu'un, je vais découvrir des idées que je n'aurais peut-être pas eues tout seul. Ou à l'inverse, quand je vais écrire du code, quelqu'un va pouvoir apprendre de ce code-là. Et le code lui-même va évoluer. Et si on accepte que le code est vivant, alors j'ai une interaction avec le code comme je peux avoir une interaction avec une autre personne. Alors certes, elles vont être moins riches, mais c'est pas là l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire tout est mouvant, tout est vivant, et donc ça fait du sens aujourd'hui pour faire du bon logiciel de se dire qu'est-ce qu'on a à gagner, de se dire que tout est vivant et que toutes ces interactions-là ont beaucoup de valeur. Et pour moi, l'ensemble programming ou le mob programming, c'est une approche symathésiste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble programming ? Je vous donne deux définitions que j'aime bien. La première, elle est de Woody Zull, qui est la personne référente, on va dire, sur le sujet. C'est lui qui a vraiment démocratisé ça. C'est dans les équipes dans lesquelles il travaillait qui a eu les premières expérimentations de ça. L'idée qu'il avait, c'était de dire, on a plein de gens brillants autour de la table, et plutôt que de les faire travailler chacun dans leur coin ou sur des tâches séparées, on va les réunir ensemble et on va les faire travailler sur le même problème, sur la même chose, en même temps et dans le même espace. Et en plus, on va leur donner un seul ordinateur pour travailler sur ce problème-là. En gros, l'idée derrière, peut-être que vous êtes familier avec Extreme Programming. Extreme Programming, l'idée c'était de dire, ok, on fait du développement et on va pousser ça à l'extrême. Donc, le pair programming est né. Et bien, le mob programming ou l'ensemble programming, c'est l'extrême programming poussé à l'extrême. Donc, si jamais on fait encore plus que du pair programming, ça donne de l'ensemble programming. Evelyn Falco, qui est quelqu'un d'autre qui a beaucoup écrit et beaucoup expérimenté sur le sujet du mob, nous dit, finalement, le principe, c'est que pour qu'une idée aille dans l'ordinateur, dans le code, eh bien, on veut que ça soit quelqu'un d'autre qui l'écrive, cette idée-là. Ce qui va permettre d'être sûr qu'on est au moins deux à comprendre ce qui se passe, on est au moins deux à voir cette idée-là et à comprendre ce qu'on est en train d'écrire dans le code. Bon, sur le papier, ça semble bien, et en pratique, comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer un petit peu les principes. Ça, c'est un exemple d'un mob. Donc, on a un groupe de personnes qui vont essayer de résoudre un problème, et on a un écran qui affiche le code sur lequel on travaille. Il va y avoir principalement deux rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de driver. Le driver, c'est une personne qui va être en charge de faire le scribing, le secrétariat. Cette personne-là ne prend pas de décision. Elle est à l'écoute du groupe et son objectif, ça va être de transmettre dans le code toutes les idées que le groupe va avoir pour résoudre le problème sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, vous allez avoir
des navigateurs. Les navigateurs, ce sont ceux qui vont donner les instructions aux drivers. Ils vont discuter entre eux, se mettre d'accord sur quelle serait la prochaine bonne chose à faire dans le code, quel serait le prochain problème à régler, et ils vont demander aux drivers de faire les changements dans le code. Ils vont pouvoir donner des indications plus ou moins précises. Ils vont pouvoir soit lui donner des indications très haut niveau, parce que peut-être que le driver est très autonome dans la technologie et qu'il n'a pas besoin de plus, et que le groupe de navigateurs décide que c'est plus intéressant, là tout de suite, de discuter des problèmes plutôt que du comment. Les détails d'implémentation ou les détails d'écriture du code les intéressent peut-être pas vraiment à ce moment-là. Ou alors peut-être que parfois, le driver va pas être très expérimenté, voire même ne va pas du tout maîtriser le langage ou l'environnement dans lequel il est, et il va avoir besoin d'être guidé beaucoup plus. Les deux fonctionnent, et les deux ont des vertus différentes. Dans le premier cas, les navigateurs peuvent vraiment se concentrer sur le problème. Dans le deuxième cas, le driver va pouvoir beaucoup apprendre du langage et aussi des idées des navigateurs. Et de façon à ce que tout le monde puisse changer de posture et qu'on ait une véritable dynamique, on va avoir des rotations. Et donc les rôles vont être non pas fixes, mais changeants, très souvent. Donc on va avoir un premier driver qui va faire le secrétariat dans un premier temps, et puis un temps après, il va être remplacé par un deuxième, et le driver va devenir navigateur, et ainsi de suite, et on tourne. Et l'idée, c'est de tourner très fréquemment pour avoir une vraie dynamique et être capable de voir les idées passer sous différents angles. Une fois, je vais être dans une posture d'écoute envers le groupe et je vais devoir bien comprendre l'intention des navigateurs. Et une autre fois, ça va être moi de clarifier, ça va être à moi de clarifier vraiment là où j'ai envie d'aller, quelles sont les idées que j'ai envie d'aller explorer. Quelques questions fréquentes. Est-ce que j'ai qu'un seul ordinateur? Alors, l'idée, c'est de dire oui et non. Oui, nous n'avons qu'un seul ordinateur sur lequel nous réglons le problème. En revanche, c'était pas le cas dans la photo que je vous ai montrée, mais c'est tout à fait OK et même souvent productif d'avoir chacun son ordinateur pour pouvoir, par exemple, faire des recherches ou aider le navigateur, le driver. Je vous donne deux exemples concrets. Le premier, c'est quand on a une question sur une API et qu'on doit lire de la documentation. Lire de la documentation sur un seul ordinateur, c'est très fatigant. On a tous des rythmes de lecture qui sont différents. On a des façons de lire la documentation qui sont différentes, et il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un lire de la documentation ou faire une recherche sur Google. Donc, ça fait vraiment du sens d'avoir plusieurs ordinateurs pour rassembler la connaissance, et ensuite, une fois qu'on a rassemblé cette connaissance, qu'on va l'avoir partagée avec les autres, on peut se partager les liens, etc. Et bien là, on va se dire, OK, maintenant, voilà comment on aimerait régler le problème, et le problème, on va le régler sur un seul ordinateur, et ça sera celui du driver. Une autre chose qui est intéressante de noter, c'est qui c'est qui va participer durant ces sessions de mob programming. Généralement, c'est plus facile de commencer juste avec des personnes qui sont spécialisées dans le développement. Et très vite, c'est très très intéressant de faire venir d'autres personnes. Je vais vous donner 2-3 exemples de collaborations qui sont vraiment riches dans ce mode de travail-là. Quand on fait venir un product owner, généralement, les discussions changent un petit peu de niveau. Quand on a des développeurs, ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir une discussion qui va être plutôt technique. Quand on va avoir quelqu'un du métier qui arrive, alors là, on va commencer à discuter des intentions, du business, des règles, des impacts que le code doit avoir, et on va peut-être pas écrire tout à fait le même code. Ça vaut sans doute pas le coup de faire venir le product owner le jour où on doit travailler sur une optimisation mémoire ou la sérialisation de nos données en base de données. Par contre, ça fait probablement du sens de le faire venir le jour où on va commencer à écrire une nouvelle feature et qu'on va peut-être écrire nos premiers tests et qu'on va avoir besoin d'un regard business pour pouvoir nous apporter peut-être des choses qu'on n'aurait pas bien comprises. C'est très intéressant aussi de faire du mob avec des gens qui sont spécialisés dans le test. Faire des sessions de mob pour aller écrire les tests, peut-être des tests d'intégration si vous en avez, ou des tests unitaires, ou des tests de contrat. Ça fait vraiment du sens. Vous allez avoir des personnes qui vont voir le même problème sous 2 angles différents et vous allez vous retrouver avec des solutions auxquelles, finalement, juste avec des élèves, vous n'auriez pas pensé. Et dernièrement, la plus riche expérience que j'ai faite, c'est d'avoir des ops dans le groupe. En ce moment, sur mon projet, on est en train de travailler sur toute la chaîne de déploiement et on avait écrit nos premiers pipelines dans GitLab un petit peu tout seul. Et on savait quand on l'a fait que c'était pas bien. Du coup, on a dit bon, on a besoin d'aide. On est allé chercher les ops
Et il y avait certains outils qu'ils ne connaissaient pas, avec lesquels ils n'étaient pas très familiers. Donc on a fait ensemble, on a refait la chaîne de déploiement ensemble. Ils sont montés en compétence sur l'outil, ils ont proposé des nouvelles choses et des nouvelles idées, des améliorations auxquelles on n'avait pas pensé. Et au final, on s'est retrouvé avec une chaîne de déploiement qui est de meilleure qualité que ce qu'on avait au départ. Et bonus, au sein de l'équipe, les devs comme les ops savent comment ça marche et savent corriger les problèmes s'il devait y en avoir. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va un petit peu vers une redéfinition de l'expertise. Dans des structures un petit peu plus traditionnelles, l'expert est souvent vu comme le responsable. Ça va être la personne qui est responsable de l'architecture, ou responsable du déploiement, ou responsable de la qualité. Et avec ces techniques de collaboration, on va plutôt vers un mode où d'expert, on devient mentor. Et l'objectif devient non plus d'être le responsable, mais d'être la personne qui va être capable d'apporter la connaissance aux autres et d'aider les autres à grandir, à apprendre sur le sujet. Quand on travaille ensemble, ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a plus que des problèmes simples à régler. Les problèmes compliqués, on en a souvent quand on est tout seul, et dès qu'on est plusieurs, on se retrouve à avoir beaucoup d'idées différentes, beaucoup plus de possibles différents, et donc là où peut-être on était bloqué parce qu'on ne connaissait pas tel ou tel aspect technique, ou parce que telle règle business nous échappait et qu'on ne comprenait pas, du coup, pourquoi le product owner nous disait c'est pas tout à fait ce dont j'ai besoin. À plusieurs, la connaissance est partagée et du coup, la résolution des problèmes se trouve vraiment simplifiée. Quand on travaille de cette façon-là, on apprend énormément et on partage aussi beaucoup. C'est très intéressant de voir que si vous avez des personnes qui savent peut-être pas bien faire du TDD et d'autres personnes qui savent très bien faire du TDD dans une équipe, qu'ils se mettent à travailler en ensemble, eh bien, d'un coup, le niveau de compétence va vraiment augmenter et les gens qui ne savaient pas forcément bien faire du TDD vont être guidés dans leur façon de faire et vont ensuite pouvoir proposer des façons de faire. Et on se retrouve finalement en assez peu de temps à avoir tous une compréhension, une connaissance de comment on fait du TDD correctement. Et on n'a plus trop de discussions sur ce sujet-là. Je vous ai donné le TDD comme exemple, mais ça marche pour n'importe quoi. Ça marche pour des stacks techniques, ça va marcher pour des connaissances du business, du domaine. J'ai pas aujourd'hui vraiment vu de limitation à ça. Et un truc un peu extrême que j'aime beaucoup, c'est une citation de Ken Beck, et il dit en fait le développement logiciel, c'est une activité d'apprentissage, et le code, c'est jamais qu'un effet de bord, en fait, c'est un bonus. Ça se trouve être produit par notre activité d'apprentissage, mais c'est pas l'objectif principal. Alors, bon, effectivement, c'est sûr que produire du logiciel qui fonctionne pour nos utilisateurs, c'est notre objectif principal, mais j'aime beaucoup l'idée de pousser le truc à l'extrême et de se dire, optimisons nos équipes, nos pratiques, notre flot de développement pour optimiser l'apprentissage au maximum, et derrière, de toute façon, on sait qu'on va produire du logiciel qui fonctionne et qui répond aux besoins. Donc, quand on se met là-dedans, eh ben, il apparaît évident pour moi que la collaboration extrême et que donc l'ensemble programming, c'est une pratique qui peut nous aider là-dedans. Elle permet aussi de nous offrir beaucoup de choix. À plusieurs, on voit beaucoup de chemins. J'en parlais tout à l'heure, il n'y a que des problèmes simples. Il y a aussi parfois d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé qui apparaissent. Ça arrive assez souvent quand je fais de l'ensemble, de voir finalement une solution, de la proposer au groupe, de voir quelqu'un qui propose une solution différente, les deux fonctionnent, peut-être qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre dans un cas ou l'autre dans l'autre, et en discutant finalement, eh ben, on s'offre une troisième possibilité qu'on n'aurait pas vue si on avait été tout seul, et qui va souvent être la meilleure. On s'enrichit les uns des autres, et du coup, on offre la possibilité au groupe d'aller sur des chemins que seul on n'aurait jamais pu parcourir. Ensuite, autre chose qui est intéressant, c'est que dans des équipes peut-être un peu plus traditionnelles, souvent on va faire de la code review, on va avoir des process asynchrones,
Et on va avoir des questions, parfois on va avoir besoin de planifier une réunion pour répondre à ces questions parce que les personnes qui ont la réponse ne sont pas dans la salle, ou peut-être que parfois on va avoir besoin de faire une réunion pour se mettre d'accord sur quel choix on va faire. En ensemble programming, tout le monde est là, et donc il y a les bonnes personnes pour prendre les décisions, et on peut prendre les décisions maintenant. Ce qui fait qu'on n'attend pas. On a beaucoup moins de chances de créer des bugs, et il y a beaucoup moins de chances qu'on ait mal compris ce qui a été demandé par nos utilisateurs, parce qu'on a plusieurs perceptions du problème, et que du coup, ensemble, on va arriver à être sûr qu'on a bien compris ce qui était attendu. Et c'est un truc qui, comme ça, paraît pas forcément évident. Et moi, je pensais en fait au début que faire du pair programming, ça suffisait à régler ça comme problématique. Et j'ai vécu une fois un truc qui était assez marquant pour moi. On travaillait, c'était une équipe, on travaillait en binôme systématiquement, les binômes tournaient, donc on s'assurait d'avoir vraiment déjà une bonne optimisation de notre mode de travail pour partager la connaissance au sein de l'équipe. Et malgré ça, euh, il y a une paire qui est partie sur une user story, qui a créé la user story, et puis à la fin, quand on l'a partagé au sein de l'équipe, bah, en fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Il y avait des choix techniques qui avaient été faits qui cadraient pas du tout avec ce dont on avait besoin, et le métier avait pas bien été compris. Et donc il a fallu tout jeter et refaire. Si on avait été ensemble à ce moment-là, ce serait sans doute pas arrivé. Finalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'avoir un feedback le plus rapide possible, et d'avoir une boucle de feedback très très courte. Donc on n'a pas besoin d'attendre pour savoir si on est en train de se tromper ou pas. Et une fois qu'on a écrit la chose, il y a aussi beaucoup moins de chances qu'on ait à revenir dessus. De faire de l'ensemble programming, ça permet aussi d'avoir une approche résiliente. En début de présentation, je vous parlais des difficultés à gérer l'arrivée ou le départ de certaines personnes au sein d'une équipe. Quand on travaille comme ça, c'est assez facile de partir. Moi, je le fais assez souvent dans mon projet. Je peux partir du jour au lendemain pour 2-3 jours, typiquement aller à Gym Grenoble, et j'ai pas eu besoin de faire de point de synchro. Et quand je reviens lundi, j'ai pas besoin de faire de point de synchro non plus. Je vais pouvoir réintégrer directement l'ensemble et on va pouvoir continuer à développer. Et je vais pouvoir tout de suite apporter de nouvelles idées par rapport à ce qui aura été fait. Et donc, on va vraiment vers un flow où ça devient facile d'intégrer et de laisser partir des gens. L'autre chose qui se passe, c'est que on parallélise moins les choses. On va faire beaucoup plus les choses en séquence. Et ce que je trouve intéressant dans cette idée-là, finalement, c'est que ça va nous forcer à ne plus vraiment jamais avoir de stories qui sont pas finies en fin de sprint. Si vous travaillez en Scrum, il y a finalement, au pire, il y a une story qui est pas finie, c'est celle sur laquelle on est en train de travailler. Mais toutes les autres ont été finies. Donc quand on travaille comme ça, on peut travailler en Kanban avec un whip de 1. Et moi, perso, je préfère avoir 2 stories terminées en prod que 5 stories à 80%. Et les utilisateurs aussi. Autre chose que ça provoque, c'est qu'on se rapproche finalement du code. Quand on travaille dans une équipe et qu'on est spécialisé par domaine ou par composant ou bien par petite application si on fait du mobile par exemple, peut-être qu'il va y avoir des spécialistes iOS, des spécialistes Android et puis il va y avoir des gens qui font le back-end, etc. On est assez loin en fait du code. Ça veut dire que c'est facile pour moi d'aller modifier peut-être la partie iOS, par contre la partie Android, je ne sais pas du tout comment ça marche, je n'ai aucune idée de comment c'est structuré, et le backend, il ne faut même pas m'en parler. Si je fais des revues de code, je vais me rapprocher un petit peu du code de mes collègues. Je vais voir un petit peu comment c'est fait, je vais pouvoir un peu avoir une première appréhension de qu'est-ce que c'est que ce code, comment il est formaté, comment il est écrit, comment il est structuré. Si je fais du pair programming, je suis un peu plus proche encore du code, mais je ne peux pas tout voir. Et quand je fais du mob programming ou de l'ensemble programming, et là, à ce moment-là, je suis vraiment au plus proche du code et je suis au maximum de collaboration de ce que je peux faire. Ce qui se passe quand on travaille comme ça, c'est que petit à petit, la technique, elle va s'effacer et les discussions vont pas trop porter là-dessus parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui sait faire. Et à la place, on va beaucoup plus se concentrer sur le domaine, sur le problème, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut traduire le problème qu'on est en train de régler
dans notre code. Et donc, on va se trouver avec du code qui est beaucoup plus expressif et plus intéressant. Bon, ça paraît chouette comme ça. Maintenant, c'est pas du tout aussi facile que ce que ça pourrait l'être. Le premier écueil, c'est que c'est très très vite, vraiment facile de passer beaucoup de temps à discuter d'une solution ou à débattre. Et pour ça, il y a une façon de régler ce problème-là, c'est d'avoir un biais très très fort vers l'action. Et typiquement, quand au sein de l'équipe, on va avoir deux idées, et puis qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur laquelle est la meilleure, l'idée, c'est pas de débattre, d'exposer les arguments, de se mettre au tableau et de faire un tableau des pour et des contre. L'idée plutôt, c'est de se dire, ok, on est dans une pratique qui est là pour optimiser et maximiser notre apprentissage. Ben, faisons les deux. Faisons la première solution. Et puis ensuite, faisons la deuxième. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on en choisit une, on commence, et soit on se rend compte que en fait, c'est plutôt une bonne idée et ça nous va. Et donc on la garde. Soit on n'est pas trop sûr, ben, on la met de côté, on la met dans une branche, ou on essaie l'autre. Et là, comme on a fait les choses, ben, on a vraiment des arguments pour décider, et puis on décide. J'ai rarement, en fait non, c'est pas j'ai rarement, j'ai jamais vu de cas où même après avoir fait les deux, on n'était pas capable de choisir. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a les deux idées, on commence à en faire une, on se rend compte qu'elle n'est pas si folle que ça, et finalement, on opte sur une troisième qui combine un peu les deux et qui emballe tout le monde. Le deuxième problème, c'est qu'au sein de l'équipe, il y a des chances qu'on n'aille pas tous à la même vitesse. Et comme notre objectif, c'est de partager au maximum la connaissance et l'apprentissage, eh ben, il faut apprendre à aller doucement. Et donc, il faut apprendre à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et quand on va doucement, on laisse le temps aux idées de se mettre en place, on est sûr que tout le monde est embarqué, on est sûr que tout le monde peut contribuer, et on va surtout pas passer à côté d'une super bonne idée qu'une personne n'aurait pas pu avoir si c'était allé un peu plus vite, ou n'aurait pas eu si on n'avait pas pris le temps de l'inclure. Et ça veut dire donc qu'il faut qu'on soit capable de s'écouter. Et savoir s'écouter, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles, surtout quand on a une idée qui nous tient à cœur. Parfois, on va avoir une idée, on est sûr que c'est la meilleure par rapport au code, il n'y a juste pas de débat possible pour nous. Et être capable de mettre dans un coin cette idée-là pour vraiment être ouvert aux idées des autres, c'est pas évident. Quand on arrive à le faire, eh ben, il se passe que des bonnes choses. Donc, généralement, une bonne règle, c'est de se dire, je ne dis jamais non, et j'évite d'utiliser le mot mais. Quand on va me proposer une idée, je vais dire oui et je vais essayer de la bonifier, de l'enrichir ou de me l'approprier. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, puisqu'on pourra faire cette idée et la vôtre. Ce qui est intéressant quand on arrive à tacler un petit peu ces problèmes-là, c'est qu'on va vers de la fluidité. Ça devient vraiment de plus en plus facile de prendre des décisions, ça devient plus facile d'accepter, de faire comme peut-être nous, on n'aurait pas fait tout seul, mais c'est OK de le faire comme ça. Et on va toujours avancer. Et finalement, quand on va écrire du code, bah, ça s'apparente un peu à de la poterie, on va avoir quelque chose qui est mouvant sans cesse et qui évolue sans cesse et qui enrichit sans cesse par les idées des unes et des autres. Encore un cas un petit peu complexe, c'est quand on a un groupe qui est vraiment, vraiment hétérogène. Alors, dans ces cas-là, ça peut être difficile et probablement qu'il ne faut pas utiliser cette technique à plein temps. Ça demande d'être vraiment beaucoup à l'écoute, de faire très, très attention au rythme, d'être très inclusif, d'aller chercher les gens quand on voit bien qu'ils sont plus vraiment dedans, qu'ils participent plus ou qu'ils se mettent eux-mêmes à l'écart. C'est des choses qui sont très très faciles, enfin pas très faciles, qui sont relativement faciles à faire quand on est tous dans la même salle. Cette année, c'est plus difficile à faire. On pourra parler un petit peu après du remote. J'ai pas de slide prévu pour exprès, mais je vous donnerai un petit peu mon feedback là-dessus sur comment ça se passe pour moi. Ce qui est intéressant dans tous les cas, c'est que ces freins-là sont plutôt des vecteurs d'amélioration de l'équipe. La question qui fâche, la question du oui, ouais mais attends, vous êtes à 4 derrière un PC, est-ce qu'on peut pas paralléliser, on n'irait pas 4 fois plus vite? Alors, ouais, peut-être. Ou pas. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Au final, ça dépend ce qu'on mesure. Si on mesure le nombre de lignes de code produit,
ben, peut-être qu'effectivement, ça vaut le coup de se séparer. Si on mesure le nombre de bugs produits et que le but c'est d'en avoir le plus possible, alors ça vaut sans doute le coup de se séparer. Maintenant, si on a envie d'avoir un produit qu'on est capable de maintenir dans le temps et d'avoir une équipe qui va grandir avec des gens qui vont s'améliorer au fil du temps, offrir des nouvelles opportunités au business parce qu'ils sont devenus meilleurs, parce qu'ils se sont appris les uns les autres, et ben probablement que ça vaut le coup de payer un peu plus cher maintenant et de vraiment gagner beaucoup plus tard. Pour moi, quand on décide de travailler comme ça, on investit dans le produit et dans les gens et dans l'entreprise. Alors, quelques, quelques tips pour démarrer, parce que c'est pas forcément facile. Les conseils que je donne généralement, c'est de démarrer petit. J'ai pas parlé de taille de mob. J'en ai fait de 3 personnes, puisque plus de 2, c'est du mob ou de l'ensemble, jusqu'à une vingtaine de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des expériences à beaucoup plus. Démarrer petit, démarrer à moins de 6. Démarrer à beaucoup, ça veut dire beaucoup d'attention, de la difficulté à s'écouter les uns les autres, surtout si on n'est pas habitué, et donc peut-être une mauvaise expérience. On va essayer de tourner très souvent dans les rôles, pour que toutes les 4 à 7 minutes, il y ait quelqu'un de nouveau qui ait le clavier entre les mains. On va essayer aussi d'avoir tout le monde dans la même pièce. Alors en ce moment, c'est pas possible, mais je conseille quand même malgré tout de faire ça. Et donc peut-être attendez un peu, ou alors si vous ne voulez pas avoir tout le monde dans la même pièce, faites-le avec quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a déjà de l'expérience là-dedans pour vous guider et vous aider. Si vous voulez le faire en remote, moi c'est comme ça que je travaille au quotidien. On a fait attention à 2 trucs qui sont centraux, d'avoir tout le temps la visio pour pouvoir lire les interactions non verbales et de faire très attention à la qualité du son, d'être sûr que tout le monde puisse entendre tout le monde, que les volumes sonores soient OK, qu'il n'y ait pas de bruit dans la pièce, etc. Et enfin, si vous commencez, faites peut-être une session de 2 heures et finissez par une rétrospective. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on changera la prochaine fois pour que ce soit mieux? Voilà un exemple de rétro. Ça ne doit pas durer très longtemps. C'est un tour de parole de chacun pour voir comment c'était pour chacun et que chacune puisse dire, bah voilà, moi j'ai appris ça ou cette chose-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a différents formats par rapport à la navigation, et je voudrais vous en parler. Si vous démarrez, vous trouverez dans la littérature, parfois il y a des navigateurs fixes et parfois il y a des ensembles de navigateurs. Ma préférence va aux ensembles de navigateurs, surtout dans les petits groupes, mais parfois pour démarrer, ça vaut vraiment le coup d'avoir juste un driver, un navigateur qui est à l'écoute du groupe, et seul le navigateur va donner des informations au driver sur voilà comment on aimerait que ça se passe ensuite. Ça peut aider parfois à démarrer. Et si en plus vous le voulez, vous pouvez rajouter un troisième rôle que j'aime beaucoup, qui est le rôle de facilitateur ou facilitatrice. Quand on prend ce rôle-là, on va avoir comme objectif d'aider le groupe à travailler ensemble. Donc, ce qui est super cool, c'est que tout le monde peut le faire, même si vous y connaissez rien au développement. Et c'est même encore mieux, en fait, si on n'y connaît rien au développement. Parce que, du coup, on va pouvoir vraiment bien se concentrer sur le groupe, être attentif aux interactions des gens, être attentif que les idées de tout le monde puissent s'être exprimées et écoutées, et qu'on passe pas de temps à discuter et qu'on soit vraiment biaisé vers l'action. Le rôle de la personne qui fait de la facilitation, pour moi, ça peut se résumer à faire prendre conscience au groupe ce qu'il est en train de faire. Et donc, lui dire, attention, là, vous êtes en train de discuter depuis 5 minutes sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez passer votre temps? Ou là, vous n'avez pas tourné au rôle de driver depuis un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être des choses comme ça peut être poser le cadre, ça va être aussi animer la rétrospective, etc. Aider le groupe à rester dans l'action, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire quand on ne connaît pas trop le développement ou qu'on n'est pas trop familier avec la problématique. Parfois, en fait, on va le faire alors qu'il ne faudrait pas le faire, et c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une facilitation qui va vraiment plutôt dire au groupe, ben, là, voilà, on voit que vous êtes en train de discuter, comment vous pourriez en apprendre plus sur le problème que vous avez. Souvent, c'est des choses qui marchent et qui ne vont pas déranger le groupe, parce que peut-être que la discussion qui a lieu à ce moment-là, elle est importante et il faut qu'elle ait lieu. Ça peut être intéressant aussi à ces moments-là de stopper formellement le mob et de dire, ok, là on n'est plus en train de développer, on est en train de faire autre chose, alors stop, on stoppe le timer, on stoppe les rotations, et à la place, on se met autour d'un tableau blanc, physique ou virtuel, et peut-être qu'on discute.
Mais séparer les deux temps, ça peut beaucoup aider. Parce que parfois, il va y avoir besoin d'avoir des clarifications, parfois, il va y avoir besoin d'expliquer quelles sont les idées parce que tout le monde n'a pas compris. Ça peut être très très variable. Une chose que vous pouvez essayer aussi, c'est d'avoir un facilitateur tournant. Ça fonctionne, c'est possible, c'est pas évident. Je vous conseille pas de démarrer avec ça. Si vous voulez aller plus loin, regardez une ou deux confs de Woody Zull. Elles sont très très bien, il explique vraiment très très bien ces choses-là. Lewin Falco a des choses intéressantes aussi à dire sur le sujet. Et Maret a écrit un livre sur le sujet, sur l'ensemble programming, qui est plutôt intéressant aussi. Je crois qu'il n'est pas encore terminé, mais vous pouvez le trouver, l'a mis à dispo pour revue. Et si vous voulez aller encore plus loin, bah, lancez-vous en fait. Allez-y, expérimentez, prenez-vous 2 heures, essayez avec votre équipe de voir ce que c'est, ce que ça veut dire pour vous de travailler comme ça, comment ça se passe. Et puis si ça marche bien, bah, recommencez. On va passer aux questions. À la fin de la session, je vous mets le rôti. J'aurais vraiment besoin de vos retours. Je suis intéressé de savoir en fait si ce genre de sujet-là vous intéresse, si vous voulez creuser plus. N'hésitez pas aussi à venir me voir si vous voulez en parler, si vous avez des questions. On peut en parler à côté. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour répondre aux questions. Je vais regarder celles qu'il y a dans les QR. Et puis après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter. Alors, quelle fréquence journalière hebdo pour une équipe désirant le tester? Alors, pas de fréquence. Pour tester, le mieux, c'est de dire, on se prend une après-midi et on essaye, et on voit. De pas décider à l'avance que ça va être quelque chose qu'on répète, de dire ça va être une expérience one shot, on va le faire et on va voir comment ça se passe pour nous. Et ensuite, on décide que ce qui s'est passé, c'était intéressant, on aimerait le refaire une deuxième fois. Ou ce qui s'est passé, c'était pas bien, et on voudrait le refaire une deuxième fois parce qu'on a envie de voir, comprendre pourquoi c'était pas bien. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus difficile d'arriver avec une pratique et de dire voilà, ça va être systématique et tous les comme ça. Si ça marche bien, ensuite l'équipe pourra décider elle-même de la fréquence qu'elle a envie d'essayer d'utiliser sur ça. Moi, dans mon équipe, on travaille au quotidien tout le temps comme ça. Je connais d'autres équipes qui font une story par sprint comme ça. Ils se sont dit voilà, chaque sprint, on choisit et on prévoit d'avoir une story, on va travailler comme ça. Plus de possible n'implique-t-il pas que la prise de décision soit aussi plus complexe ou longue? Alors, oui et non. En fait, la question, c'est pour moi de ne pas prendre du temps dans la prise de décision, mais de passer du temps plutôt dans la réalisation et l'exploration des solutions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, là j'ai 2 idées sur comment je peux écrire ce test-là. Bah ok, on décide pas, on fait les deux. Et on va apprendre. Et comment on va apprendre? La prochaine fois qu'on va retrouver la même question, on va savoir laquelle des deux il faut prendre. Et donc on n'aura plus la discussion, on aura directement la réponse. Parce qu'on aura appris. Donc l'idée, elle est vraiment de dire, mon problème, c'est pas d'implémenter la feature, mon problème, c'est d'en apprendre le plus possible autour du système dans lequel je suis. Donc ça veut dire l'équipe, la feature et la technique. Ce qui fait que finalement, ben, tu vas pas passer du temps à discuter tant que ça. Tu vas expérimenter, tu vas faire. 6 pour faire le boulot d'une personne, les améliorations éventuelles du code fourni ou l'amélioration du partage de connaissances peut-il rentabiliser l'investissement? Alors, je suis pas d'accord avec la proposition de 6 pour faire le boulot d'une personne. Je vais t'expliquer en fait comment je vois les choses. Moi, je vois les choses comme 6 pour acquérir la connaissance du sujet et être capable de proposer une solution la plus adaptée, de la maintenir plus tard et de pouvoir résister au départ de personnes dans l'équipe. Maintenant, par rapport à l'investissement, je suis d'accord que ça va dépendre du contexte. Je dois faire une application mobile pour Noël, pour un événement spécial. Je vais probablement travailler comme ça parce qu'il y a de grandes chances que le code, je le jette derrière, que là tout de suite, je peux faire du quick and dirty et c'est OK. Je travaille sur une application pour le SI d'une banque. Il y a des grandes chances que ça dure dans le temps et il y a des grandes chances que je veuille un truc de bonne qualité
où je peux me permettre d'avoir du turnover dans mon équipe, je peux me permettre et je peux pas me permettre d'avoir des bugs dans mon code. Donc là, je vais vouloir travailler comme ça. La fréquence, changement de rôle driver navigateur, moi j'aime beaucoup 4 minutes, c'est pas beaucoup. En remote, c'est un peu plus difficile. Il y a des outils qui existent. Euh, En ligne, il y a différentes façons de le faire. Plus tu tournes vite, plus il y a de dynamique dans le groupe. En physique, quand tu tournes très vite, il y a un effet vraiment grisant qui se passe. Il y a une dynamique physique qui se passe au sein de la salle qui fait que c'est vraiment chouette. Alors, y a-t-il pas une fatigue mentale plus importante d'être en permanence ensemble? Oui, c'est un truc auquel il faut faire attention. C'est que c'est une pratique qui demande d'être constamment à l'intention, enfin de faire attention aux autres. Donc ça veut dire quoi faire attention aux autres? Ça veut dire quand on fait les rétrospectives en fin de journée, on écoute les autres, on veut voir, on veut vraiment être curieux de savoir comment s'est passée leur journée, comment c'était pour eux, est-ce qu'ils sont fatigués ou pas. On fait attention aussi de faire des pauses dans la journée. Quand on fait ça toute une journée, c'est épuisant. Donc on fait des pauses. Surtout en remote, c'est encore plus fatigant de prendre du temps pour aller faire autre chose. C'est aussi totalement OK à un moment de dire, bon bah là j'y suis plus trop, je m'en vais, je vais faire autre chose. Je vais peut-être faire des tâches, des mails ou autre chose, puis je reviens tout à l'heure. Si on n'a pas d'énergie, en fait, on va pas en ajouter dans le groupe et probablement que ça va pas être productif ni pour le groupe ni pour soi. Donc ça veut dire aussi être capable de s'écouter et de le dire au groupe quand ça va ou quand ça va pas. D'être capable aussi à un moment donné, peut-être dans une session, de dire là c'est plus OK pour moi, ça se passe pas très bien, et le groupe va peut-être dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit bien pour toi, ou bien peut-être que offrir une porte de sortie c'est aussi le bon moment. Peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, trop de choses sont passées, je suis trop fatigué et j'aurai plus d'impact positif pour l'équipe ailleurs. Monter en compétence de nouveaux arrivants dans l'équipe, c'est top. Ces 2 derniers mois, on a fait pas mal de Vie ma vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'autres projets qui sont venus sur notre projet 2-3 jours. Et à la fin de la première journée, ils avaient déjà comité des choses, ils avaient apporté des nouvelles idées qu'on n'avait pas eues et ils avaient compris des choses. Donc pour la montée en compétence, je crois qu'il n'y a pas mieux. Le pair c'est bien, mais le mob c'est encore mieux. Les risques de décision trop rapides, moins de temps de réflexion, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas abordé. Je pense que c'est une pratique qui marche très bien dans une équipe avec des gens expérimentés. Je ne sais pas ce que ça donne avec des gens qui ont beaucoup moins d'expérience. C'est intéressant. Il peut y avoir le risque que tu décris. Quand une équipe a l'expérience, elle va peut-être prendre une décision qui n'est pas la bonne et c'est OK parce qu'elle va être capable de faire marche arrière et de modifier la structure de son code, de faire les refactoring nécessaires pour aller au bon endroit. Dans tous les cas, si tu t'es trompé, il vaut mieux te tromper vite et avoir un feedback rapide pour pouvoir corriger que de ne pas savoir que tu t'es trompé et de le savoir plus tard. Donc, moi, j'y vois des vertus parce que ça me fait pas peur d'aller refactorer du code derrière. Si j'avais pas ces outils-là, peut-être que je serais plus frileux. Comment faire en sorte que les managers adhèrent à la méthode? Alors j'aime bien la réponse de, bah en fait on va faire des réunions de travail. Les réunions de travail, tout le monde est OK avec. Bon bah faisons des réunions de travail entre devs. Ça c'est cité dans un contexte où c'est compliqué. Après, dans des contextes plus simples, tu peux inviter les managers à venir participer, qui comprennent le truc. Il n'y a rien de mieux que de montrer et de faire participer les gens, de leur faire vivre ce qui est en train de se passer et de leur faire vivre des moments où peut-être bah, c'est difficile et en fait ça devient facile parce que tout le monde est là. Donc ouais, faire vivre ça aux gens, je trouve que c'est encore la meilleure façon de faire. Est-ce que les gens aiment mieux cette manière de travailler? Je pense que ça va dépendre vachement du contexte. Dans mon équipe, on a fait ça et dernièrement, on s'est posé la question de remettre ça en cause. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille comme ça. Et donc on a dit, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que finalement, il n'est pas temps de faire différemment? Et ce qui ressort, c'est que ce qui est fatigant pour les gens, c'est quand on est nombreux. Et dès qu'on est 4 ou 5, ça va. Si on est plus, c'est fatigant. Donc on a modifié nos pratiques pour faire en sorte de se split en 2 mobs quand on est trop nombreux. Mais sinon, les gens adorent parce qu'ils apprennent les choses, ils ont l'impression d'apporter quelque chose et ils sont jamais bloqués. Si personne dans l'équipe a jamais fait du mob, est-ce qu'il faut envisager faire appel à quelqu'un qui connaît pour aider à faire l'expérimentation? Si tu peux le faire, oui. Ça te permettra d'avoir quelqu'un qui va pouvoir expliquer les règles, le faire de façon sereine et poser le cadre sur lequel il n'y aura pas trop de discussions possibles.
Ça permet de faire ça plus facilement. Après, si tu peux pas, ben, tu peux quand même le faire sans. Mais ça vaut sans doute le coup d'avoir quelqu'un qui est externe à l'équipe pour faire la facilitation dans ce cas-là. Du mob programming en confinement, bah nous on fait ça. En fait, on fait ça parce que de base on a une contrainte avec une personne qui est en remote depuis le début. On travaille avec Zoom, on commit toutes les 5 à 10 minutes et on tourne à ce moment-là. On a tout le temps la visio d'activer et on fait des pauses le matin et l'après-midi et les rétros systématiquement en fin de journée. Euh, on avait déjà fait en physique aussi, donc ça a facilité les choses. J'ai pas trop d'autres conseils à donner. Il y a un site qui s'appelle Remote Mob Programming, allez voir dessus, il y a pas mal de conseils, etc. Vraiment, j'insiste sur le fait que la qualité du son est vraiment quelque chose de très très important. Et n'essayez pas non plus de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur de quelqu'un d'autre, à moins que tout le monde dans l'équipe ait la fibre. Il y a peu de chances que l'expérience soit bonne. Si je fais du mob avec mon équipe, ça veut dire que je dois arrêter la revue de code. Ça veut probablement dire que tu n'as plus besoin de faire la revue de code. La revue de code, en fait, elle répond à un problème qui est d'être sûr que la connaissance du code est partagée et que ce qui a été fait a du sens. Si on l'a fait ensemble, c'est partagé et ça a du sens. J'ai pas de métrique de vélocité à montrer au manager, puisqu'il faudrait mesurer ce qui est produit et ce qui est stocké dans la tête des gens, en fait. Et je connais pas d'outil pour mesurer ça aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qu'on produit là, quand on travaille comme ça, c'est pas juste le logiciel. C'est aussi la connaissance et de l'expérience et de la montée en compétence des membres de l'équipe. Donc je connais rien qui permette de mesurer ça, mais peut-être qu'il y a des outils. Combien de temps en mob programming par semaine je passe? Eh ben, ça commence le lundi entre 8h30 et 9h et ça finit le vendredi vers 17h30. Et on ne travaille pas la nuit. Mais globalement, on est un peu interrompu parce que parfois on a quand même quelques réunions. On a beaucoup moins de réunions du fait qu'on n'a plus besoin de partager la connaissance et finalement qu'on a quelque chose à faire, on fait venir quelqu'un avec la connaissance et on essaie de le faire avec lui. Du coup, je dirais facilement 6 heures par jour. Encore une fois, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pas forcément comme ça qu'il faut fonctionner. Ça marche pour nous, on est content de ça. Euh, je pense que chaque équipe peut trouver comment utiliser cette pratique et comment ça peut être bien pour elle. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des gens et de plein de choses, de plein de choses. Alors j'ai fait toutes les QA, je sais pas si on a dans le chat. Non. Et je pense qu'on a complètement explosé le temps. Pardon. Je me permets de parler un petit peu. Oui, t'es Ça un me petit fait peu un peu dépassé, mais c'est pas grave. Et comme les gens de sont juste. curieux d'entendre les réponses, j'ai laissé. Vu l'heure qu'il est, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps avant la prochaine session. Je refais un petit mot pour tous nos sponsors, hein. N'hésitez pas entre deux sessions d'aller faire un petit tour chez tous les sponsors. N'hésitez pas, je le redis, à faire mettre un commentaire sur le rôti qu'a partagé Bastien. Ça aide tout le monde et c'est super bien. Et je te laisse conclure, Bastien, et je me tais. Yes, et ben j'aurais pas dit mieux, le rôti ça mène. Moi mon idée c'est de savoir en fait si ces sujets-là ça vaut la peine de les partager à d'autres gens ou pas. Moi ça m'éclate de faire ces presse, mais une fois que je l'ai faite presque, la partager aux autres, c'est plus pour moi. J'ai fait mon travail, ça m'a aidé à mettre en place mes idées. Donc j'ai besoin de vos feedbacks pour savoir si ça fait du sens. Et je suis intéressé aussi par savoir une chose qui aurait pu être mieux pour vous, pour que ce soit plus intéressant encore pour vous. Voilà, je peux que vous encourager à aller expérimenter des choses au sein de vos équipes, de soumettre les idées. Il y a plein de ressources un peu partout. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou autre part. Et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci beaucoup à tout le monde.